Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Oh, Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 171 et on va vous parler du 13e Grand Prix de la saison 2024, donc le GP de Saint-Marin qui s'est déroulé sur le circuit de Misano en Italie. Pour cet épisode, je serai accompagné d'Otan. Salut Otan. Salut, ça va? Ça va, merci. Et de François. Salut François. Bonjour tout le monde, désolé pour ma voix, je suis un petit peu enrhumé après ce week-end au World's Beggar, on a un peu pris la pluie. La même pluie qu'il y a eu à Misano ou la vraie? Non, la vraie pluie. Ok. Petite parenthèse, voilà, pour me lancer un peu des fleurs, je suis allé à Misano cet été pour la World Ducati Week. C'est une belle station balnéaire sur la mer Adriatique, franchement, le circuit est cool, c'était vraiment sympa. J'ai pas vu un Grand Prix, mais j'ai vu une course quand même, et c'est un beau circuit, donc si vous avez la chance d'y aller, je vous recommande. Allez, sans plus attendre, on va passer aux news. La news Moto3, qui veut la faire? Moi, je peux la faire. C'est une rumeur assez insistante, selon laquelle André Piqueras souhaiterait se libérer de son contrat avec Leopard en rachetant la clause, du coup, pour rejoindre le team MTL Metz sur une KTM dès la saison prochaine. C'est étrange quand même, hein, pour un si jeune pilote si rapidement vouloir se libérer de son contrat. Ouais, surtout que Leopard c'est quand même le meilleur team avec Honda, quoi, en général. Ouais. On va pas spoiler, mais on l'a vu ce week-end quand même, il y a certains avantages avec cette moto. Ouais, je sais pas quoi dire. On va en reparler après, je pense. Intéressant. Côté Moto 2, je fais toutes les annonces qu'il y a eu. Donc David Alonso a été annoncé donc, du Moto 3, a été annoncé en Moto 2 l'année prochaine chez Aspar CF Moto. Adrian Huertas, le leader actuel du World Supersport pour le team Ducati Aruba, fera lui son entrée en Moto 2 l'année prochaine avec le team Italtrans. On a Joe Roberts qui va prolonger chez American Racing Team pour l'année prochaine. Et oui, la news qui est tombée hier ou aujourd'hui, je sais plus, mais Bo Benschneider a été viré de son team Precanios Racing, donc c'est le ex-team SAG, et sera remplacé à effet immédiat par Dani Munoz. A priori, il y a eu des histoires de vote à main levée pour qui voulait qu'il reste dans le team, et le team était plutôt chaud pour qu'il reste, mais le nouveau patron qui est arrivé en début d'année a quand même décidé de le mettre à la porte pour le remplacer par un Espagnol, donc. Ouais. C'est bizarre tout ça, mais bon. Aujourd'hui, un contrat, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, la Moto2, c'est un peu la jungle. Hein. Ouais. Non, mais c'est vraiment les jeux des contrats aujourd'hui, c'est vraiment complexe. Hein. On a vraiment la sensation que les gens peuvent jouer avec comme bon leur semble, quoi. Ça dégoûte un peu, je trouve. Et sur la news pour David Alonso, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, logique. Non, ouais, logique, hein. De toute façon, c'est la suite logique, hein. À mon avis, il va être champion cette année, donc c'est très bien comme ça. Ouais, et puis ouais, je pensais. Ouais, vas-y, Otan. C'est bien de voir des filières qui marchent. CF Moto, Aspar qui fait monter ses pilotes, comme le fait le Team Ajo. C'est bien de voir que ce système-là est bien huilé. Mais oui, logique qui soit signé en Moto 2 l'année prochaine. En MotoGP, je te laisse la main, François. Ouais. En MotoGP, pour les news, donc on a Miguel Oliveira qui a annoncé chez Pramac Yamaha pour 2025-2026 avec un contrat directement avec Yamaha. Repsol, attention Repsol, qui annonce la fin de son partenariat historique de 30 ans avec le HRC. Après 15 titres pilotes, 183 victoires, 455 podiums, le partenariat le plus prolifique de l'histoire du MotoGP s'arrête là. Et enfin, on va avoir une livrée qui va changer. Ouais, c'était intéressant le débat sur la livrée aujourd'hui sur Twitter. Il y en a qui
Il y a quelqu'un qui l'a très bien résumé en disant ce partenariat n'a jamais livré une seule livrée iconique justement, mais on pouvait à force on reconnaissait la moto au premier coup d'œil quoi, parce qu'elle a changé quasiment jamais par petites touches quoi. Ouais. Il y en a eu quand même par la force des choses. Plus parce qu'il y a des pilotes comme Douane ou comme Marquez qui l'ont emmené en haut, tu vois, mais en soi la livrée n'avait aucun flow toute seule. Ouais, enfin, mais je veux dire celle de Rossi à Valence, du coup on s'en souvient. Ouais. Oui, c'est vrai. Quand même sur la HRC, ça m'inquiète quoi. Red Bull les a lâchés l'année dernière. Là, c'est Repsol. Il reste quoi? Enfin. Après, moi, dans un sens, Repsol, on peut les comprendre. Hein. Ils mettent de l'argent, et là, ça fait quand même quelques années qu'il n'y a même pas une micro-progression. Donc, c'est sûr que petit à petit, il y en a qui commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent, quoi? Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est possible, c'est que la place prise par Repsol sur les carénages soit remplacée par Pro Honda, qui est la marque de lubrifiant interne à Honda. Et c'est déjà le cas sur la moto de Bradle quand il fait les wildcards. Ouais, après, les couleurs rouge, bleu et blanc historiques de Honda en compétition, ça peut être pas mal, ouais. Ouais. Et concernant la news sur Miguel Oliveira, bon, ça, c'était la suite logique, on s'y attendait. Plus surpris qu'il soit signé pour 2 ans. Parce que clairement, il est dans une mauvaise année. Hein. Je suis très déçu de sa saison. Enfin, de ses 2 dernières saisons, du coup, chez Trackhouse Aprilia. Ouais. Et ouais, c'est ce qu'on attendait. Maintenant, il reste qu'une seule place de libre. A priori, c'est Miller qui va la prendre, mais c'est toujours pas annoncé. C'est vrai que 2 ans, moi, ça me paraît être un gros contrat. Bon, bah après, à voir. Et Miller, je suis surpris que ça tarde autant à arriver. Pourvu qu'il y ait un couac. Bah, je me demande s'il y a pas encore Campinotti qui essaie de faire passer Garcia en force, tu vois. Ouais, peut-être. C'est quand même bizarre cette histoire, hein, parce que. Ouais, parce que franchement, moi je l'attendais plus tôt là. Si c'était Miller, je m'attendais à une annonce ce week-end au moins quoi. C'est étonnant pour Garcia parce que quand il a dit qu'il pouvait pas monter en MotoGP dans une interview, ce qu'il a expliqué c'est que il y avait des options, il y avait plusieurs équipes qui l'avaient contacté, il y avait eu des négociations, mais que pour des raisons qui étaient ni liées à lui, ni liées au team, ça s'était pas fait. Et du coup, ça sous-entend peut-être qu'il a déjà un contrat à long terme à partir de la saison suivante, pas celle qui commencera tout de suite. Et c'est ça qui l'empêcherait de monter tout de suite. Ouais, c'est sûr qu'on n'aura pas les réponses tout de suite, peut-être un peu plus tard, quand certains contrats seront terminés. À voir. Ouais, affaire à suivre. Ouais. Et les news divers, donc on a côté World SBK, on a Alvaro Bautista, lui qui a été prolongé d'1 an chez Ducati à Aruba. Donc voilà, il aura 40 ans au mois de novembre cette année, donc 40 ans début d'année prochaine. On n'est pas loin d'être dans les records des pilotes les plus vieux. Ouais, il va talonner Biaggi. Et petit mot sur la Rookies Cup qui s'est terminée ce week-end. Donc on a Alvaro Carpe qui remporte l'édition 2024, vice-champion Brian Uriarte, donc les deux sont espagnols, et le 3e Valentin Perron qui est argentin. A priori, j'ai pas vu les courses en toute franchise cette année, mais a priori quand même le dernier round était assez disputé. Et il y a eu un gros accident, il me semble. Ouais, avec Massimo qui laisse. Ouais. Mais il va bien. Il s'est envolé et il va bien. Bon, tant mieux. C'est le petit protégé de Marc Marquez d'ailleurs. J'ai hâte de voir la saison 2 de The Band Racer du coup. Ouais. Parce que clairement j'avais commencé à les suivre dans la série que je conseille à tout le monde et c'était pas mal. Allez, c'est parti pour la Moto E. Donc Moto E c'était aussi le round final, donc à l'arrivée à Misano, donc on avait 38 points qui séparaient Garzo en tête du championnat de Casadei, deuxième avant ce double round de Misano.
Casadei n'a alors qu'une mission, faire le doublé à domicile et espérer que Garzo ne prenne pas plus de 12 points sur les 2 courses. On avait aussi Zanoni et Gutiérrez qui sont mathématiquement dans la course pour le titre, mais c'était quand même beaucoup plus compliqué pour ces deux-là. Donc au qualif, donc on a la pole de Casadei devant Granado et Torres. Garzo lui manque un peu le coche et partira seulement 8e. Donc ensuite on a un départ parfait en course 1 de Casadei qui fait le all shot et boucle le premier tour en tête alors que Garzo est remonté à la 6e position. Zanoni va passer en tête au tour 2 et la garder jusqu'à 2 tours de la fin avant de chuter malheureusement. Donc c'est alors que Casadei va récupérer la première place devant Zaccone et Granado. Garzo n'en demandait pas tant et pointe alors 4e. Casadei fait le job et gagne, mais c'est bien Garzo qui est la vedette après l'arrivée et qui remporte le championnat pour la première fois de sa carrière. Après son titre l'année dernière, Casadei, donc en Moto-E, lui il finit vice-champion cette année. Donc voilà, c'était une belle petite finale. Et en course 2, on n'a plus rien à jouer dans cette seconde course, à part la place sur le podium du championnat entre Gutiérrez qui a 183 points, Zanoni 180 et Zaccone 171. On a encore le droit à un all shot de Casadei devant Granado et Gutiérrez. Zaccone est alors 4 et Zanoni 5e. Ce dernier va passer Zaccone pour la 4 et tente de ramarrer le trio de tête. On a Casadei qui semble intouchable devant, mais Gutiérrez arrive à s'emparer de la tête de course alors que Tulovic chute derrière. Dans le dernier tour, superbe bataille entre Casadei, Gutiérrez et Granado pour le lead, mais c'est bien Gutiérrez qui l'emporte devant Casadei et Granado. Zanoni finit 5 et Zaccone 8e. C'est donc Gutiérrez qui finit 3e au championnat 2024 Moto-E. Bon, j'ai mis des banalités en discussion post-course. On peut quand même discuter du titre de Garzo. Moi, j'avoue que j'ai pas trop suivi le championnat Moto-E, donc je peux pouvoir avoir d'avis très tranché sur le sujet. Bravo à lui, belle saison. Il a quand même su se détacher devant. Bon, Ducati remporte encore un champion du monde constructeur dans la catégorie. Logique, c'est une coupe monomarque. Et au niveau des teams, donc on a Intact GP qui comprenait Tulovic et Garzo qui finit meilleur team devant LCR qui contenait Casadei et Granado et 3e meilleur team Aspar avec Torres et Zanoni. Voilà pour ce championnat donc qui poursuit sur ce format l'année prochaine encore. Honnêtement, les courses sont sympas à voir, encore une fois, c'est un format court. Mais je peux comprendre que au-delà du manque de bruit, moi, ce qui me dérange plus, c'est qu'on connaît pas forcément les gens qui participent à cette compétition. Ouais. Et ça, pour moi, c'est ça qui attire pas le public, que ce soit télévisuel ou sur le bord de piste. Ouais, bah après, moi, sur le bord de piste, c'est des courses qui m'intéressent, j'avoue. Mais c'est vrai que, en les regardant à la télé, ça fait déjà beaucoup de courses à regarder, en plus du MotoGP, Moto2, Moto3. Plus moi qui suis un petit peu le World SBK, ça fait vraiment beaucoup de courses et du coup si je mets mes priorités vraiment c'est eux les derniers quoi. Donc je les regarde quand j'y suis quoi. Et puis quand il y a des pilotes qu'on connaît, souvent ils sont très loin. Par exemple, il y a des pilotes qui sont revenus en faisant ça, il y a Randy Depugnet avant, il y a Chas Davis plus récemment, mais ils sont toujours derrière donc au final on les voit pas à la télé spécialement et ça aide pas à donner de la visibilité au championnat. Ouais. Ok, je pense qu'on a fait le tour du Moto-E, on va passer au Moto3. Alors je crois que c'était... quoi qu'avec le MotoGP, ça va être dur à trancher, même le Moto2. Donc, j'allais dire que c'était la meilleure course du week-end, mais je pense que bon, ça peut se discuter. En tout cas, fallait pas rater cette course. En qualification, donc en Q1, on a Kelso, Perez, Furusato et Farioli qui s'en sortent. En Q2, forcément, qui pour la pole, sinon Alonso. La première ligne est complétée par Lunetta et Ortola. On a une deuxième ligne composée de Piqueras, Berrer et Kelso. Et troisième ligne, Holgado, Fernandez, Furusato. À noter qu'en practice 2, Piqueras fait chuter Ogden dans le virage numéro 13. Je crois que c'est le virage qui s'appelle Curvone. C'est le... Ouais, c'est celui-là. Le plus rapide comme tout le monde dit, le plus rapide de tout championnat. Bref, en tout cas, c'était dangereux. Et Ogden a vraiment chuté fort. Donc, Piqueras et Copra d'un double long lap à faire en course comme sanction. Justifié, selon vous? Oui. Ah, je sais pas. En vrai,
les deux se touchent. Moi, je pense que oui, au moins tu sanctionnes et ça évite que il y ait d'autres risques pris par d'autres pilotes à ce propos. Donc, ouais, c'est pas illogique de lui donner double long lap. Moi, c'est plus sur le fait que ce soit double long lap. Je pense que ça aurait pu être un long lap, mais vu comment ils distribuent des long laps pour moins que ça, bon bah là ils ont décidé d'en mettre 2 quoi. Donc c'est parti pour la course. Piquet s'arrache idéalement de la ligne de départ pour prendre la tête de course. Gros accident au virage numéro 2 impliquant Rueda, Munoz et Ricardo Rossi. Piquet reste en tête à l'issue du premier tour, suivi par Ortola et Holgado. Adrian Fernandez et Luca Lunetta vont prendre un double long lap pour avoir volé le départ. À titre personnel, pour Lunetta, je trouve ça limite. Piquet va faire ses long laps, puis se retrouver 12 et 17 à l'issue du second long lap. Devant Ortola, Mène, suivi par Holgado, lui-même suivi par Alonso et Furusato. Piquet va remonter de manière incroyable. Tout le paquet va recoller au groupe de tête et va même se payer le luxe de repasser devant. Donc Piquet gagne cette course folle devant Holgado et Ortola. Furusato 4, Ferrer 5, Kelso 6, Alonso 7. Bon, mon résumé fait pas honneur à tous les dépassements qu'il y a eu en course. Ça se bousculait dans tous les sens. C'était vraiment beau à voir. Donc la question que j'ai pour vous, est-ce que Alonso a raté sa course après avoir dominé le reste du week-end? Pour le coup, je trouve que jusqu'ici, Alonso s'en tirait toujours très très bien dans les derniers tours. Il arrivait toujours à sortir son épingle du jeu. Et là, ça l'a pris à l'envers. Donc, il s'est fait bousculer plusieurs fois. Il a pas réussi à se remettre sur le plan qu'il avait pour les derniers tours, je pense. Et au final, il était très déçu. Il a même pris une pénalité, je crois, après avoir passé la ligne. Il était très déçu, mais après, il reste très jeune comme pilote. Et bah, c'est formateur. On a beaucoup critiqué Aldeguer et peut-être qu'il était perturbé d'avoir signé un contrat l'année prochaine. Est-ce que c'est possible que Alonso il soit dans ce cas-là? Moi, je pense pas, moi en tout cas. Il fait quand même, il se place quand même dans des positions qui marquent des points. Ça reste assez efficace. Sur la fin de course là ce week-end, il se fait quand même sacrément chahuter par les autres pilotes. Je pense que c'est moins alarmant que Aldeguer. Mais d'autant plus que il reste dans la même équipe, donc il connaît les personnes. Ce sera pas exactement la même équipe de mécaniciens autour de lui, mais il reste dans un environnement très familier, donc il n'y a pas vraiment la même pression et le saut dans l'inconnu. Ouais, je vous rejoins que c'est probablement, quand j'ai dit rater sa course, c'était probablement exagéré. Il finit quand même 7e. Mais bon, comme il avait dominé toutes les séances et fait la pole, c'était quand même, je pense, comme tu l'as dit, Automne, une déception au final pour lui. Après, il reste, j'ai pas lu le classement du championnat, mais il reste largement en tête avec plus de 70 points d'avance sur Holgado second. Ouais, mais pour lui, c'est clair que c'est une déception. Hein. Quand il rentre dans le box, il a un geste d'humeur qu'on n'avait pas vu encore depuis le début de la saison de sa part. Donc, je pense qu'il y avait vraiment une frustration d'avoir archi-dominé tout le week-end et puis de ne faire entre guillemets que 7e en course. Donc oui, je pense que pour lui personnellement, il rate sa course, mais bon, il y avait des clients et puis bon bah en Moto3, il y a tellement de gagnants différents, tellement de scénarios de course possibles en fonction des week-ends que des fois, faut savoir accepter aussi de prendre cette 7e place et puis s'en contenter quoi. C'est ça, jusque-là, c'était impeccable et bah, ça peut pas non plus toujours lui sourire, donc je trouve pas ça spécialement alarmant. Ok. Ouais, on verra ça pour Misano 2. Deuxième point que j'avais pour toi, Automne, Piquet le show du rookie, j'ai noté, mais clairement, qu'est-ce qu'il nous a fait ce week-end, ce jeune homme? Ouais, bah il nous a fait patienter, mais il a bien choisi son moment pour marquer les esprits. Il était vraiment vu comme le grand favori, la nouvelle pépite. Il a fait le doublé Junior GP et Rookies Cup quand même, comme Rueda juste avant lui. Et il a mis un peu de temps à confirmer. Il montrait des signes encourageants, mais il n'arrivait pas à tout mettre bout à bout. Et là, bah quelle manière de mettre une course bout à bout avec en plus l'inconvénient d'avoir 2 longues laps à faire quoi. C'est ça. Donc on a déjà vu des remontées de folie. Je me souviens
Binder, je me souviens d'un Costa, enfin il y a des pilotes qui ont fait des remontées de folie, mais effectivement celui-là était également pas mal. On peut voir ça quasiment que dans cette catégorie, ou si on s'appelle Marc Marquez, mais c'est vrai que c'était moi j'ai beaucoup apprécié. Du coup effectivement cette saison il fait des très bons résultats en général pour un rookie, hein. Il est 7e au général. Il est à la lutte avec des pilotes assez expérimentés devant lui. C'est son 2e podium cette saison après sa 3e place aux États-Unis. Mais voilà, il termine la course premier avec le tour le plus rapide en course. J'espère pour lui que c'est bon signe et qu'il va pouvoir retrouver un peu de stabilité dans les résultats, parce qu'il a aussi fait pas mal de top 10 ou au-delà. Donc à voir. À voir aussi si la news qui veut quitter Léopard, ça le perturbe pas trop. Bah après c'est peut-être une idée qu'il avait et que sa victoire va changer les choses, hein. Je sais pas spécialement comment ça va se dérouler après. Ouais, ça c'est osé quand même, hein, pour un jeune pilote d'entendre ce genre de rumeurs, comme quoi vous leur cassez un contrat avec une telle équipe. Je trouve ça quand même assez osé. Il y en a qui ont fait pire avant même la fin de la saison. Enfin, Maverick Viñales, la toute première saison en Moto3, il a dit que sa Honda du team Blue Sense Avincia était pas à la hauteur pour se battre pour le championnat. Il était encore en lice pour gagner le titre et il a claqué la porte. Et au final, il est revenu un peu avant la fin de la saison pour, je pense, penaud avec la queue entre les jambes parce qu'il s'était fait taper sur les doigts. Mais l'année d'après, il était sur une KTM dans un team qui avait mis les choses en place juste pour lui. Il était coéquipier d'Anna Carrasco d'ailleurs. Et il a gagné le titre. Alors après, je sais pas si la gestion de carrière de Viñales mérite d'être cité en exemple. Carrément pas. Non. mais voilà, moi ce que je note aussi par rapport à Piqueras, donc on a dit rookie, 7e du championnat, mais surtout première Honda. Et là, effectivement, je trouve pas ça normal pour en fait, premier non KTM quelque part, hein, si on compte que les UX Vernal, les CF Moto, les Gaz, les KTM sont toutes la même moto. Et ça peut être quand même assez choquant quelque part. Il est devant son coéquipier Adrian Fernandez. Quand même étrange de devoir dire ça quand même. Ouais. Ouais, après, Adrian Fernandez, c'est un peu un garde du corps pour les autres pilotes, tu vois. Ouais, je me souviens de quelques soucis qu'il a causé à certains. Ok. Donc on a fait Alonso, on a fait Piqueras. J'en ai noté d'autres. J'ai noté le crash de Munoz qui sort Rueda. J'ai pas vu s'il allait être sanctionné, Munoz, mais j'ai trouvé quand même que c'était une grosse erreur de sa part. Alors, c'est le crash qui est au départ, hein, on est d'accord. Ouais. J'ai pas vu le ralenti, j'avoue. Sur le début de course, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Bah, Munoz, pour moi, hein, ils l'ont montré rapidement le replay. Il sort du virage numéro 1, il perd le contrôle de sa moto et il vient percuter Rueda par l'arrière, quoi. Et ils se sortent tous et Ricardo Rossi essaie d'éviter tout ça, mais est emporté aussi, quoi. On a encore de la chance par contre parce que ça tombe encore en paquet au départ et on a de la chance que y ait personne qui roule sur personne. J'ai noté quand même Olgado et Ortola qui font une bonne opération ce week-end parce que oui ils ont pas gagné mais ils sont présents pour la course au titre et ils finissent tous les deux et 3 et c'est leur classement aujourd'hui au championnat. Alors oui ils sont encore loin d'Alonso mais ils tiennent leur rang. C'était une bonne course pour eux. À la fin de la course, Olgado, il était heureux comme s'il avait gagné. Alors il a failli coiffer sur le fil Piqueras, mais on voyait que c'était un gros soulagement pour lui, que il est passé par plein de courses où il arrivait pas à s'en sortir, et que là, pour le coup, c'était quand même une très grande performance. Ouais. Il y a ça, et puis il joue aussi, même si David Alonso maintenant c'est presque quasi intouchable, sauf grande catastrophe, mais Olgado, Ortola et Weyer, c'est 176 points, 173 et 173. Donc tu peux vite être deuxième comme quatrième. Donc
Donc il y a des places, il y a des belles places d'honneur à jouer, quoi. Donc faut se donner. Donc c'est vrai qu'il faut une bonne opération, eux deux. Et il y a aussi des contrats à trouver pour l'année prochaine en Moto 2. Voilà. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que quelqu'un veut parler d'un autre pilote? J'ai noté Furiato, j'ai un petit coup de cœur pour ce pilote que j'avoue je connaissais pas du tout avant. Et belle 4e place, il a fait 6e à Aragon, il a fait terminer sur le podium à 2 reprises cette année au Qatar et en Allemagne. Pas mal non pour Team Honda Asia. Ouais, moi j'aime bien ce pilote, j'ai beaucoup aimé la course qu'il a fait en Aragon, là il refait une bonne course, donc non c'est un pilote qui est très intéressant. Et puis c'était souvent la Honda la plus en vue, parce qu'il y a des courses où on voyait aucun des deux pilotes Léopard, ni Adrian Fernandez ni Angel Piqueras, parce que parfois il avait des week-ends sans, et c'était lui qui était le plus régulièrement aux avant-postes avec une Honda, je trouve. C'est vrai, ouais, je suis d'accord. En plus elle est jolie, sa moto. Alors là il a tout pour lui. Exactement. Allez, je pense qu'on a fait le tour du Moto 3. Je laisse la main pour le Moto 2 à François. Alors, pour le Moto 2, on a eu un week-end où on a revu plus ou moins toujours les mêmes têtes aux avant-postes. Hein. En free practice, c'était Arbolino, Canet et Lopez. Canet, on le revoit encore en practice 1 premier. Canet, on le revoit en practice 2 premier. Donc et puis après les autres, c'était Vietti, Arbolino, Ogura, des noms qu'on va revoir forcément en course. Dans ces free practice, Garcia pas mal diminué, on va le voir un petit peu plus tard, mais diminué avec ses douleurs aux épaules là, il fait 10e en free practice et ensuite en practice 1 24e. En practice 2 il fait 15e et après il se sort pas de la Q1 puisqu'il finit 10e, donc il se qualifie au-delà de la 20e place. En Q1 c'est Lopez, Ben Snyder, Salach et Eijus qui tirent leur épingle du jeu, donc qui vont en Q2, et en Q2 c'est Arbolino qui signe la pole, Vietti 2e et Ogura, donc 2 pilotes italiens pour un Grand Prix en Italie sur la première ligne, donc les Italiens ont eu pour leur argent à venir à Misano. Aldeguer lui se qualifie seulement 10e, Roberts 7e et Dixon 14. À noter que c'est la première pole position de Arbolino en Moto 2. Ah oui. Ouais, c'est sa première pole position. Donc concernant la course, bon départ de Arbolino et Ogura. Vietti lui décolle un petit peu moins bien, il se retrouve vite à la bataille avec Arenas, et donc c'est Arbolino qui prend la tête pendant une bonne dizaine de tours, et faut attendre presque la mi-course pour voir les premières batailles. Canet qui prendra les commandes du Grand Prix, et dans ce même tour, quand il aura dépassé Arbolino, il reperdra encore une place, donc Arbolino 3e et Ogura 2e. Et ensuite, on attend encore un petit peu, on refait une petite sieste, et à 4 tours de la fin, c'est Ogura qui prend le meilleur sur Canet, donc Ogura qui mène la course. Vietti, lui, recolle au groupe de 3, il était en bataille pendant la course entre la 4e et la 5e position, et au moment où il recolle ce groupe de 3, et on se dit qu'on va avoir 4 derniers tours de folie, ça n'a pas manqué, hein. Vietti à 3 tours de la fin, dernier virage, il creuse les skis, donc Vietti à terre, et on aura Ogura qui part s'imposer devant Canet et Arbolino 3e. Garcia lui finit seulement 12e. On va le voir à la fin du Grand Prix sur les caméras que il s'effondre complètement dans le box. Il est en pleurs total. Il sait déjà qu'il vient de perdre la première place du classement au profit de Ogura. Mais je pense que la douleur aux épaules était vive. On l'a vu plusieurs fois le docteur venir dans son box pour vérifier comment ça allait. Je pense qu'il paye un peu sa blessure suite à un accident domestique et puis son crash de Aragon. Ouais. Donc voilà pour le Moto 2. Merci.
au championnat. Tu nous fais un petit topo? Donc on a Ogura 175 points qui prend la tête du championnat. Sergio Garcia qui le talonne avec 166 points. Il limite quand même la casse malgré ses douleurs physiques de ce week-end. Joe Roberts 3e, Alonso Lopez 4e, Jake Dixon 5e. On a vraiment un championnat assez serré là sur les 5 premiers, voire même les 6 premiers. Si Dixon continue à être bien régulier et Robert s'arrête de faire des erreurs bêtes, je pense que on peut avoir une très 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 belle fin de saison. Ouais, je suis d'accord. On a eu une course assez intéressante, moi j'ai trouvé. Un début assez animé et une fin pareil, très animé. C'est vrai que le milieu est un peu plus long par moment. Grosse victoire d'Ayogura pour moi. Une belle bataille qu'il y a eu avec Canet et Arbolino. Honnêtement, j'ai cru plusieurs fois que Canet allait faire une dinguerie, mais ça va. Arbolino qui a dominé une bonne partie de la course sans pouvoir concrétiser, c'est quand même pas simple, mais il en est à son 2e podium d'affilée, donc peut-être qu'il a trouvé quelque chose, qu'ils ont trouvé quelque chose avec son team sur la moto. Quel était ton avis sur la course, Automne? Alors il y a un truc qui est drôle avec Aaron Canet, c'est que on a souvent l'impression qu'il est en perdition dans les virages à droite, qu'il maîtrise pas complètement sa moto, parce qu'en fait il enlève son pied du repose-pied, donc il a la jambe complètement en l'air, la jambe extérieure, mais ça se trouve c'est son style de pilotage et ça veut pas dire qu'il contrôle moins bien sa moto. Et c'est sûr que ça fait des frayeurs, quoi. Moi je pense qu'il contrôle sa moto, mais on l'a vu dans le week-end où la jambe elle est en l'air, la roue elle est croisée et ça rattrape. Donc en vrai je pense que quand il est dans ces positions-là, forcément il maîtrise, mais il joue vraiment avec la limite. Et puis l'autre chose qui m'a frappé quand même, c'est la direction les caméras et les choix qui ont été faits sur ce qui a été montré à la fin de la course. Je trouve que c'est bien de montrer les plans dans les garages, des réactions après la course. C'est bien d'avoir un plan où on voit que Garcia est triste et que il est en train de pleurer dans son casque, mais de là à aller juste devant lui avec la caméra, la mettre pile sous son casque et le laisser en train de sangloter pendant plusieurs dizaines de secondes, j'ai trouvé que c'était vraiment trop et que encore ça reste un pilote qui est jeune et il faut faire d'autant plus attention à ça. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pas sympa. Un peu trop de voyeurisme. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Ouais, je partage un peu aussi. Ouais, après c'est ce qui fera entre guillemets les belles histoires. Demain, si Garcia il est champion et que il y a des ou même plus tard dans sa carrière qu'il est champion et tout et que on revoit par quoi il est passé, etc. Il y aura toutes ces images là qui remonteront. Donc ça pourra créer aussi des belles histoires. Le sport c'est les émotions tout le temps, donc moi ça m'a pas particulièrement dérangé. C'est clair, je suis d'accord que ces images-là sont utiles, mais c'est juste j'ai trouvé ça très très long, quoi. Concernant Vietti, j'ouvre le dossier. Vas-y, ouvre. Franchement, pourquoi il tombe à 2 tours de la fin? Oui. Même pas 2 tours de la fin. Enfin, non, je crois que c'est 3 tours de la fin. Il restait 4 tours, il recolle le groupe et puis ils allaient passer la ligne et il tombe dans l'avant-dernier virage ou le dernier virage, je sais plus. Ouais, il avait une vitesse de folie, mais voilà. Bon, peut-être après que Vietti, hein, peut-être que circonstances atténuantes, c'est qu'on connaissait pas très très bien le circuit, quoi. Non, mais là, c'est la régularité, quoi. C'est toujours le même problème avec lui, c'est que en termes de régularité, on n'y est pas du tout, quoi. Et c'est ce qui lui coûte cher parce que le mec il a un talent hors norme, mais quand il faut marquer des points importants, il se met dans des situations comme là, Après, ce sera intéressant de le voir quand il passera l'année prochaine sur une speed-up, enfin une Bosco Scuro. Est-ce que ça va l'aider à changer ça
et puis de changer de team aussi, voilà. Tous les ans, ils changent de team, et tous les ans, c'est un échec, quoi. Moi, je vois ça, en fait. Quand je dis tous les ans, c'est peut-être tous les 2 ans, mais à chaque fois, on a l'espoir. Là, il est censé être le meilleur team de la catégorie, ces dernières années, en tout cas, et ça le fait pas, quoi. 9e du championnat. Oui. Ouais. 102 points, ouais. C'est 3 victoires de retard sur le leader, quoi. Historiquement, les pilotes de VR46, ils ont pas eu beaucoup de chance en étant chez Ajo. Il y avait Nicolas Antonelli en Moto 3, ça a pas marché. Celestino Vietti en Moto 2, ça marche pas trop. Ok, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la course ou Moto 2? Aldegard qui finit 6e. Ouais, 6e. Donc il relève un petit peu la tête, 6e, c'est un bon résultat. Donc j'ai eu tendance à lui taper un peu sur les doigts sur les 2 derniers épisodes, donc me permet de dire qu'il fait quand même un bon résultat ce week-end. Il est 6e, donc la semaine dernière, Aragon, il avait la vitesse pour terminer pareil, top 6. Bon, il a fait une folie, il est tombé parce qu'il a fait n'importe quoi, mais il avait le rythme en tout cas. On peut pas dire qu'il n'était pas là. Ouais, j'ai bien aimé sa course. On l'a pas trop vu jouer devant parce qu'ils ont été détachés assez rapidement de mémoire et il a essayé de recoller avec le groupe devant lui, mais ils sont jamais réussi en fait. Course correcte, on va dire de sa part. Il est là où on attend quelqu'un de son niveau dans une configuration où il peut pas gagner la course, quoi. Mais si t'es censé aller lutter pour le titre, donc top 6 c'est correct, quoi. Ouais, moi je suis d'accord, je trouve que c'est une course valable. Et si, il y a juste un petit point, c'est Dixon qui fait encore un top 5. On parle de régularité beaucoup en Moto 2, on sait jamais avec les résultats en dents de scie qu'il peut y avoir et les blessures, etc. Dixon, il est quand même assez régulier, à voir s'il peut pas venir jouer les troubles fêtes d'ici la fin de saison très sérieusement, quoi. Ouais, il fait 8 top 5 sur les 7 dernières courses. Donc, dont 4 podiums, ouais. C'est pas mal. Et puis surtout, c'est très surprenant par rapport, il a complètement renversé la vapeur par rapport à son début de saison qui était très raté. Là, maintenant, il a sur les points et... Ouais. En tout cas, si devant ça fait pas d'erreur, il pourra regretter un petit peu ce début de saison. Ouais. Et je pense que c'est aussi lié au développement des suspensions WP parce que par rapport au speed-up, par exemple, ça a pu faire un assez gros écart au début de la saison. Et ça doit rassurer Alonso sur le niveau de la machine pour l'année prochaine également. De voir Jake Dixon 5e du championnat à l'heure actuelle. On parle pas de son coéquipier Izan Guevara. Non, c'est bon, c'est ok. Hein. La marche est trop haute. Non, c'est sûr, mais des pilotes qui dominent énormément leur saison en Moto 3 et qui font rien en Moto 2, c'est quand même surprenant. Allez, assez parlé de Moto 2, passons à MotoGP avec toi. Alors, pour commencer en MotoGP, juste un petit rappel, l'an dernier, en fait, c'est Jorge Martin qui avait fait un hat-trick, qu'il avait la pole, la victoire à la course sprint et au Grand Prix. Pour la Q1, c'est Alex Marquez et Binder qui passent. Quartararo, lui, il s'était assuré une place en Q2 avant. Et en Q2, chute de Marquez qui finit avec le 9e temps, juste devant Fabio Quartararo 10e. Paul de Bagnaia en 1:30.3 devant Franco Morbidelli et Marco Bezzecchi, donc une première ligne trustée par la VR46, et Jorge Martin qui s'élance 4e juste devant Acosta, Binder 6e et Bastianini 8. Pour la course sprint, on va passer rapidement dessus parce que c'était pas la course la plus palpitante du week-end, j'ai trouvé. Donc Pecco qui s'élance de la pole, à l'extinction des feux, Martin fait un départ canon depuis la 2e ligne et prend la tête. Ensuite, Dijen Antonio chute au 2e tour, Bezzecchi au 5e, un sprint à oublier pour la VR46. Marc Marquez il reste bloqué aux alentours de la 8e place derrière Miller et devant Fabio Quartararo qui est la première moto japonaise. À ce moment-là, il y a le champion du monde en titre qui suit comme son nom le leader du championnat provisoire. Mais 2 tours plus tard, Martin réussit à creuser l'écart et Marc Marquez se défait de Brad Binder pour le gain de la 6e place.
Les derniers tours sont un peu plus animés quand même. Et avec la remontée de Marquez sur Acosta et puis d'Enea Bastianini sur Franco Morbidelli. Donc Bastianini tente l'intérieur à la Quarcia mais il élargit, laissant le champ libre à Morbidelli. Et Marc Marquez dépasse Acosta un peu à l'arrache dans l'enchaînement des virages 11 et 12 qui se négocient à plus de 250 km/h. Au final, Quartararo résiste à Alex Marquez pour la 9e place, donc 1 point. Aleix Espargaro et Viñales sont aux portes du top 10, 11e et 12e, et encore pire pour Trackhouse avec Oliveira 15e et Raúl Fernandez 17e. Marini, qui était le seul pilote Repsol Honda en piste parce que Mir est malade, finit 18e. Le lendemain, pour la course longue, on reprend les mêmes et on recommence, enfin pas exactement parce que chez Repsol Honda, Marini déclare à son tour forfait, il a le même virus que Mir, aucune Honda Repsol au départ, et côté météo, le grand soleil a laissé place à de gros nuages. Cette fois, Bagnaia loupe pas son départ, il est suivi par Morbidelli et Martin. Plus largement, c'était un début de course très nerveux parce que tout le monde craint l'arrivée de la pluie, il y a des petites gouttes. Et Acosta perd un aileron dans un contact. Il tombe au virage 13 2 tours plus tard, sans doute la conséquence du manque d'appui aéro au freinage. Après ça, Morbidelli enchaîne les meilleurs tours en course et il remonte sur son coéquipier Martin. Et le ciel se fait de plus en plus menaçant. Et puis au bout d'un moment, les gouttes s'intensifient à 22 tours de l'arrivée. Franco Morbidelli est la première victime de l'averse. Les leaders ralentissent, tout le monde se regroupe. Mais c'est le moment qui est choisi par Marquez pour se détacher. Martin, il fait un choix assez audacieux de rentrer au stand pour changer de moto avec les pneus pluie. Il est imité par Espargaro, Aleix Espargaro, Raúl Fernandez, Maverick Viñales et Pedro Acosta. Mais tous les autres pilotes de tête restent en piste. Et au moment où il ressort de la pit lane, la pluie se calme. Donc c'est le moment que choisit Marquez pour se détacher. Sur la piste très glissante, Marquez, Binder et Jack Miller sont dans leur élément. À la fin du 8e tour, Marquez prend les commandes et Fabio s'accroche au groupe de tête. 2 tours après son premier bike swap, Martin doit repasser par les stands pour reprendre sa moto en pneus slick. Et il perd du temps parce qu'en plus il fallait redémarrer la moto. Il se prend un tour. Pendant ce temps, Marquez mène la course devant Pecco et Jack Miller. Bastianini rattrape Miller et part à poursuite de Marquez et Pecco, mais il a un soft à l'arrière contrairement aux deux devant qui ont un médium et il finit par lâcher prise. Après ce coup de théâtre de la météo, la tension retombe, il se passe plus grand chose jusqu'au drapeau à damier. Marquez passe premier devant Bagnaia et Bastianini, Brad Binder 4e devant Bezzecchi, Alex Marquez 6e, Quartararo 7e, Miller 8e, Didja 9e et Paul Espargaro 10e. Zarco prend quand même les points de la 12e place et Martin en récolte un seul en finissant 15e. D'ailleurs, Maverick Viñales lui a pas vraiment disputé ce point. Au niveau du championnat, du coup, Pecco il limite la casse parce que il avait beaucoup de points de retard sur Martin et là il revient à 6 points de retard, donc au final c'est un bon week-end pour lui même s'il a pas gagné. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous de cette course. Bah, on peut commencer par parler du choix de Martin de rentrer au stand. Je vais laisser François commenter peut-être en premier, mais clairement, alors qu'il est 2e de la course à la lutte avec Bagnaia pour la tête, il voit que Bagnaia ne s'arrête pas et lui fait le choix de s'arrêter. Bonne ou mauvaise idée? Bah, mauvaise idée, c'est sûr. Marquez le dit en conférence de presse à la fin de la course. Moi, il y avait des pilotes italiens devant moi, ils roulent tout le temps ici. Je me calque sur eux, c'est eux qui savent. Donc déjà, je pense que c'était ça la bonne stratégie. Et encore plus, comme Randy Depuny le disait à la télé, bah c'est ton adversaire direct au championnat. Donc si t'as des points à perdre contre une personne, c'est bien contre lui. Donc autant essayer de rester avec lui et de limiter la casse si jamais c'est le cas. Ou alors mais le coup de poker c'était pas le moment de le tenter quoi. Là il a cramé un joker pour pas grand chose quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Le fait est qu'il ne joue pas en tant que il est pas allé en tant que challenger pour essayer de rattraper Pecco au championnat, c'est lui qui est devant. Donc clairement oui,
c'est à lui c'est à lui de ne pas prendre de risques inutiles, et là c'en était un. Si Pecco ne s'arrête pas, tu ne t'arrêtes pas, et si Pecco a fait une erreur, bah voilà, t'as limité la casse, mais pas besoin de tout jeter sur un coup de dé, parce que tu penses que peut-être il y a un monde où tu peux prendre 25 points sur cette décision. Ça sert à rien. Bah oui. C'est des stratégies de possibles pour un Maverick Viñales au championnat, par exemple, un DJ Antonio, un Bezzecchi qui veulent tenter un coup, quoi. Mais là, c'était pas du tout la bonne personne ni le bon moment de le faire, quoi. D'autant que, comme tu disais, Martin, il était pas premier sur la piste. Il suivait Bagnaia. Et c'était pas lui qui découvrait les conditions. Il avait un point de référence devant lui. C'est d'autant plus, raté. Après, on est sur un canapé à regarder la télé. C'est toujours plus facile de juger que quand t'es en pleine course, voilà. Bien évidemment, mais je pense que tout le monde le reconnaît, même les pilotes, même Marquez l'a très bien dit. Déjà, c'est plus facile de rouler quand quelqu'un ouvre devant toi dans ces conditions, parce que tu peux voir où est-ce que ça glissouille, presque ce qui passe, et si ça passe pas, ajuster en fonction de. Et deuxièmement, il y a le facteur que tu as déjà soulevé, François, c'est suivre Bastianini. Bon, alors Bastianini était derrière lui, mais Bagnaia, enfin ceux qui connaissent la piste et l'environnement, comment cette piste réagit, avec quelle grippe, suivant quelles conditions météorologiques, ils savent mieux en théorie. Et Bagnaia, c'est plutôt quelqu'un d'intelligent dans sa prise de décision en course, en général. Donc pourquoi il irait faire des folies, à faire un pari comme a fait Binder en Autriche il y a quelques années avec des slicks sur du mouillé. Bagnaia avait tout à perdre à ne pas finir cette course, donc il n'aurait jamais pris trop de risques à ne pas rentrer. Bien entendu qu'il y a eu 2 tours qui ont été compliqués pour la plupart du plateau, parce que c'était quand même sacrément mouillé par endroit, et Bagnaia, on avait l'impression plusieurs fois qu'il était arrêté en plein milieu de virage, mais visiblement c'était le choix à faire pour cette fois-là. Mais voilà, peut-être que son team et Martin définiront des meilleures stratégies. Ouais, quand vous parliez des pilotes locaux, je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez drôle. Je sais plus si c'est Bagnaia ou Bastianini qui disait ça, mais que quand ils sont restés en piste, en fait, ils sentaient pas l'odeur habituelle que la piste dégage quand il va pleuvoir fort. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'intuition que c'était pas une grosse averse qui s'approchait, et qu'ils ont fait leur choix. Ouais, après quand il y a forcément des indices pour eux qui peuvent repérer, mais comme Marquez le disait, les mecs ils ont l'habitude de rouler ici. Le grip, ils le connaissent par cœur. À moindre échelle, peu importe où je roule, quand je discute avec un ou 2 pilotes qui peuvent rouler en FSBK, ils vont me dire que sur tel ou tel circuit, nous on s'entraîne sur le circuit de 125 ou de karting, ils vont nous dire que tel circuit il y a un super grip sous la pluie, par contre sur sec c'est tout pourri, et parfois l'inverse. Donc les pilotes savent exactement comment ça se passe et comment la piste est en fonction des conditions. Donc là pour le coup Martin c'est une réelle erreur stratégique, parce que la personne qui a devant c'est une personne qui connaît cet endroit par cœur, et fallait se calquer sur lui, c'est sûr, à 100%. On est d'accord. Parlons maintenant du vainqueur du jour, qui fait encore une grosse opération au championnat. Marc Marquez. Course intelligente, de ce garçon qu'on connaît bien, qui est capable lui de bien réfléchir en course et d'avoir beaucoup d'intelligence de course, en plus de son talent, beaucoup de réflexion, et clairement, bon, au-delà du fait d'avoir pris la décision de suivre Bagnaia, parce qu'il est pas le seul, il avait quand même une sacrée vitesse une fois que ça avait séché. C'est un sacré pilote, hein. C'est un sacré funambule. Alors, déjà, quand il y a des conditions un peu mitigées, on est sûr 100% que lui il va être au rendez-vous, et il va jouer l'équilibriste avec la moto. Donc dès qu'on a vu que la piste devenait un peu changeante, on a vu un visage de Marquez qui a complètement changé. Enfin non, même pas, puisque le début de course, dès qu'il y avait un trou de souris, il y allait. Non, enfin
Marquez il fait une course, il fait vraiment une course à la Marquez. Ce que je disais à un de mes collègues quand il a gagné, un Marquez sur une série de victoires avec 100% de confiance en lui, ouais, il va vraiment relancer le championnat, je pense. Ouais, je suis d'accord sur l'élan qu'a pris Marquez et que rien ne peut lui résister quand il est dans une série comme ça. Ça rappelle un peu les séries de Lorenzo ou même de Marquez avant. J'ai trouvé quand même qu'il était patient au début de la course, il s'est pas enflammé et contrairement à d'autres, il arrive à faire les dépassements avec autorité pile au bon moment. Parfois c'est juste un concours de circonstances, mais par exemple le moment où il décide de prendre la tête et d'imprimer un rythme sur les conditions qui lui vont parce qu'il a l'habitude et il est doué dans ces conditions-là. Il y a Miller qui dépasse Binder et qui lui fait perdre le contact avec les deux juste devant lui. Et sans ce dépassement-là, Binder aurait pu espérer beaucoup mieux. Mais comme il a dû se battre pour redépasser Miller, bah il a perdu tout ce temps-là, quoi. Ouais. Oui, je suis assez d'accord. Très, très belle course de Marquez. Donc au-delà de son intelligence de course, déjà le fait qu'il soit à l'aise dans des conditions mixtes où c'est difficile d'évaluer le grip de la piste et l'humidité. On a quand même vu qu'une fois qu'il avait passé Bagnaia, et il a ralenti lui aussi, forcément il l'a dit, hein, c'est plus facile de suivre quelqu'un dans ces conditions que d'ouvrir la piste. Mais après, une fois que c'était sec, bon, il obtient le tour le plus rapide en course et il va même décourager Bagnaia, qui est quand même pas le pilote le moins rapide sur ce circuit, d'aller le chercher, quoi. Alors oui, même si Auton tout à l'heure tu n'as pas dit que Bagnaia n'était pas à 100% du fait de sa rémission de la récupération de sa chute la semaine précédente. Ouais, c'était impressionnant de le voir descendre de sa moto voilà. Au pack fermé. Il était vraiment... Enfin, je pense que tout son corps lui faisait mal, quoi. Ouais, il le dit même juste avant de monter sur le podium, quand ils sont tous les trois dans la cool room, là, il le dit que sur certains freinages, il avait les bras qui se mettaient pas à l'angle droit, mais dans des positions qui étaient plus naturelles pour lui, parce que voilà, il y avait des douleurs dans certaines positions qui étaient beaucoup trop vives, quoi. Exactement, il a aussi dit en conférence de presse que à partir du moment où il a décidé que la deuxième place serait suffisante, ce qui a pas dû être facile à admettre, hein, pour lui, il a ressenti toute la douleur revenir dans son corps. En fait, en gros, tant qu'il y avait l'adrénaline pour aller chercher la victoire, il sentait pas qu'il avait mal, mais dès qu'il a annoncé, en fait, toute la douleur est revenue d'un coup, et il a dit que c'était très difficile pour lui de tenir le rythme dans ces conditions. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bastianini est un peu remonté sur lui avant de commettre une erreur. Mais voilà, Bagnaia solide après un week-end raté, en tout cas où il avait perdu de gros points la semaine dernière, et il en reprend pas mal ce week-end avec ses deuxième places. Donc pas le week-end idéal pour lui, même s'il fait la pole, mais quand même un bon week-end. Ouais, moi j'avais juste un dernier truc à dire sur Marquez, c'est par rapport au podium et au sifflet sur le podium. J'ai trouvé ça vraiment nul, d'autant plus qu'il avait la livrée spéciale pour Fausto Gresini, il a dédié sa victoire à Fausto Gresini, et que les Italiens sur place sifflent ça, bah c'était pas classe, quoi. Moi, je te rejoins. En plus, moi je digresse, hein, mais la livrée était incroyablement belle. Mais oui, Marquez, j'ai trouvé qu'il aurait pu être plus provocateur que ça. Il a déjà été. Bon, il a fêté sa victoire, il a tout, comme tu as dit, il l'a dédié à Fausto. Mais il a pas trop chambré le public, et malgré ça, il a quand même des sifflets. Donc c'est dommage. Moi, comme je disais au début d'émission, j'ai été à la voir Ducati Week cet été à Misano. Donc il était là. Il a plutôt été très bien accueilli par le public, donc composé majorité d'Italiens, mais surtout uniquement de fans de Ducati principalement. Et il a pas été tant sifflé que ça, même pas du tout. J'ai envie de dire, bon, il a fait une dinguerie Ouais. l'avant-dernier virage. Je sais pas si vous avez vu cette course. Les gars. J'ai vu. Il a sorti, je sais plus qui a sorti, Boulega. Ouais, c'était Boulega. Ouais. Bref, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais dans l'ensemble, il a pas été élevé comme ça. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de fans de Rossi
ou de la VR46 ce week-end dans les tribunes et qu'eux ont plus de mal à passer à autre chose. Ouais. Moi, je pense que les gens ont mélangé les deux frères Marquez avec ce qui s'est passé en Aragon, et du coup, ils mettent tout sur le même pied. Enfin, en tout cas, sur les réseaux étaient pollués de les frères Marquez, l'agressivité, c'est dans leur ADN, etc. Donc ça, j'ai la sensation que le crash Alex Marquez-Pecco Bagnaia a ravivé quelque chose qui commençait à s'éteindre, et donc ce qui explique peut-être les sifflets de certains fans que j'imagine qui viennent de la VR46. Mais ceci étant, un des membres de la VR46, si ce n'est autre que Bagnaia sur le podium, appelait au calme, faisait des signes au public pour justement au contraire applaudir et ne pas siffler Marquez dans un geste de classe. Donc c'est à souligner aussi. Exactement. Quel homme ce Pecco. Ouais, vraiment il a vraiment la classe. Très bien. On peut passer peut-être. Moi j'ai noté Quartararo. J'ai trouvé qu'il avait fait un bon week-end. Il termine 2 fois dans les points. Je crois pas que ça lui est arrivé une seule fois cette saison. Donc il fait 9 en sprint de mémoire. Non, il fait 9 en sprint, c'est ça, et 7 en Grand Prix. Donc oui, il a aussi bénéficié des conditions de course, mais bon, il faut le terminer. Donc c'était bien. Et puis surtout en course, il termine vraiment dans la roue de Miguel Oliveira, pas de Miguel Oliveira, pardon, de Bezzecchi. D'Alex Marquez, c'est ça, et de Bezzecchi devant lui, et donc il avait pas de solution avec sa Yamaha pour les doubler, mais il était au même rythme qu'eux en fait. Ouais, il avait un bon rythme tout le week-end. Alors après aussi, ils ont pas mal testé à Misano, donc je pense qu'il était vraiment rodé avec sa moto sur le circuit. Mais oui, ça fait du bien. On sent que c'est toujours compliqué avec Yamaha, mais malgré tout, on a quand même un Fabio qui s'accroche et qui fait pas. C'est pas aussi catastrophique que des Honda par exemple. On sent qu'il y a des micro steps avec Yamaha quand même. C'est pas tout noir. Oui, je suis d'accord. C'est la première, si je me trompe pas, c'est la première moto japonaise, avec la 14e position au classement général. Ouais. Pas simple pour Yamaha, mais oui, ils ont montré du mieux sur ce week-end, comme tu l'as dit. Ils ont testé là au mois d'août de mémoire. Ils ont testé avec Rins, Quartararo du coup et Dovizioso qui remplaçait Cal Crutchlow dans ce rôle de pilote essayeur. Tant mieux s'ils ont trouvé quelque chose qui marche sur circuit. C'est pas garanti que ça marche partout. Ouais. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu plus. Aujourd'hui, ils ont testé, je crois qu'ils étaient pas trop mal classés. Enfin, j'ai pas lu d'interview après de retour par rapport à ce qui a été testé aujourd'hui, mais il me semble qu'il était pas si mal classé que ça. Je crois que j'ai vu P5 Quartararo. Donc affaire à suivre, peut-être que pour la semaine prochaine, ça pourra porter ses fruits. Il y a quelque chose que je voulais souligner aussi, c'est Morbidelli, parce que il y avait déjà des signes avant, mais là, sa progression, elle éclate au grand jour quand même. Il finit 3e de la sprint. En course longue, c'était très solide aussi juste avant sa chute à cause de la pluie, mais il a vraiment un très bon rythme. Et c'est encourageant de voir que il s'émarque complètement avec la GP24, qu'il aura pour l'an prochain d'ailleurs. Ouais. Écoute, moi, Morbidelli, c'est quelqu'un que j'ai souvent... je me suis pas intéressé beaucoup à lui, et qu'après, durant la période un peu Yamaha, j'ai été très dur envers lui. Mais depuis qu'il est arrivé chez Pramac cette année, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je me suis dit, ok, maintenant que c'est un pilote Ducati, Pierre, voilà, tu vas faire un effort. Maintenant que c'est un pilote Ducati. Et tu vas regarder ce qu'il fait, et tu vas le défendre. Et effectivement, j'ai trouvé tout de suite beaucoup de monde, peut-être au bout de 4 courses, lui tomber dessus, en sachant qu'il avait raté les essais de pré-saison et qu'il sortait de 3 ans de galère avec une Yamaha qui marche pas, et que c'était une moto qu'il connaissait pas, un V4 qu'il connaissait pas, un team qu'il connaissait pas. Bref, je les ai trouvés beaucoup très durs. J'ai commencé à faire des petites stats de mon côté, mais oui, là,
il est sur une bonne série de résultats. Je crois que sur les 7 derniers Grands Prix, il fait que des top 10. Il fait la P2 ce week-end en qualif. Il fait P3 en sprint. Ouais, ça faisait 3 ans. Ça faisait 3 ans qu'il avait pas fait une qualif comme ça. Ouais, non, c'était bon. Après, il connaît très bien ce circuit également, mais il a pris la mesure de son team, de sa moto, et la chute en course. Franchement, on peut pas lui en vouloir. Ça pouvait être n'importe qui d'autre, ça pouvait être Bagnaia, ça pouvait être Martin, ça pouvait être Marquez, parce qu'à partir du moment où il tombe, c'est le signal pour tous les autres pour dire ah, c'est dangereux, faut que je ralentisse. Mais jusqu'avant, en fait, il continue à rouler en disant ça passe. Et du coup, ça aurait juste pu arriver à n'importe qui d'autre. Pour le coup, c'était juste le signal d'avertissement qu'il fallait ralentir un peu. Ouais. Morbidelli, pour moi, faudra voir vraiment à la fin de la saison ce que ça a dit. Mais pour moi, si ça fait pas au moins encore 2 podiums, j'inclus sprint ou course longue, mais là il en a fait 1, pour moi il en valide 1. S'il en valide encore 2, je pense qu'il sera dans les objectifs de ce qu'on attend d'un pilote de son calibre. Un gars qui était capable de gagner quand la moto marchait bien avec Yamaha. En revanche, s'il fait pas ces podiums là d'ici la fin de saison, pour moi il est en dessous de ce qu'on attend d'un pilote comme lui dans cette équipe là, en tout cas avec cette moto là. Je suis d'accord. Je comprends ce que vous voulez dire, hein. Pramac, c'est un hyper bon team, ils ont une super bonne moto. Zarco et Martin l'ont démontré l'année dernière, hein. Ils font des choses incroyables avec cette moto, et Morbidelli est arrivé là un peu par hasard, hein. Pramac et Ducati ont essayé d'abord de prolonger Zarco, ça l'a pas fait. Ils ont essayé de piquer Aldeguer, ça l'a pas fait. Bezzecchi a pas voulu venir, pardon, au tout début, hein. Ça partait de ça, hein. Je veux dire, Bezzecchi serait chez Pramac et Morbidelli chez VR46. Je pense que ça aurait choqué moins de monde, peut-être, en termes de résultats. Bon, le fait est qu'il s'est retrouvé là un peu par la force des choses. Je trouve qu'il est peut-être en deçà des attentes qu'on peut attendre comme ça, sur le papier, effectivement, par rapport à un pilote qui est dans ce team et avec une GP24. Oui. Mais par rapport, moi j'essaie de prendre en compte là d'où il vient, des années de galère et sa blessure en début de saison. Je trouve, comme tu l'as dit très bien, Automne, il reprend confiance et je pense que les résultats vont suivre comme il fait actuellement, ou qu'il va se positionner encore plus régulièrement sur le top 5. Ouais, en vrai, moi, Morbidelli, j'y crois, hein. Je pense que si, je suis persuadé que dans tous les cas, on passe pas d'avoir été un bon pilote qui joue des podiums régulièrement et qui fait même vice-champion du monde une année à devenir complètement, que ce soit complètement le néant. Et là, il est en train de le prouver puisqu'il retouche du top 5, il fait un podium en sprint, il est régulièrement top 10. C'est les objectifs qu'on donnait à un Zarco par exemple. Sauf que lui arrivait sur certaines courses à avoir ces coups d'éclat qui faisaient qu'il était plus régulièrement sur le podium donc voilà, c'est pour ça que j'attends de voir la fin de saison pour vraiment donner mon avis sur Morbidelli, mais j'espère que il va faire taire un petit peu tous ces fans de MotoGP qui sont vraiment dans la culture du moment présent et vraiment qui ne pensent pas du tout à ce que Morbidelli était quand il était vice-champion du monde ou vraiment très 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 efficace avec une Yamaha, quoi. Amen. Je te rejoins. Alors je vais dériver, mais effectivement, je pense qu'il y a toute une frange, désolé de dire ça, de fans de MotoGP qui sont arrivés avec le titre de Quartararo et sa saison 2021 incroyable. Et Morbidelli n'a pas été un coéquipier à la hauteur du talent de Quartararo, il faut le dire. Bon, Yamaha n'a pas été un team à la hauteur du talent de Quartararo et de Morbidelli, mais bon, ça c'est autre chose. Et du coup, suite à ça, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas intéressés à Morbidelli en Moto 2, Morbidelli ses saisons de rookie pas facile sur la Honda en MotoGP, puis ses saisons chez Yamaha et ses résultats en vice-champion du monde. Donc
Je trouve qu'effectivement, peut-être que cette partie-là des fans de MotoGP ne sait pas vraiment qui est ce pilote et l'on le considère comme ne méritant pas sa place en MotoGP à tort. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Je pense que pour ces personnes-là, son caractère joue aussi, le fait qu'il soit très calme, qu'il soit pas clivant, qu'il fasse pas qu'il fasse pas des coups de gueule, des trucs comme ça. Oui, sans doute, ouais, on l'entend pas en fait. Hein. Moi, c'est un pilote. Je l'avais souligné quand il était chez Yamaha, c'est qu'on n'entend pas, on voit pas passer ses interviews. Alors, forcément, on est plus centré sur les pilotes, soit qui sont devant le championnat, soit qui sont français. Hein. Ici, en France, voilà, on a ce scope-là, c'est normal. Mais ouais, il y avait des pilotes italiens qu'on entendait plus que lui et qui fait pas forcément des résultats meilleurs. Voilà. Il y a un caractère assez effacé. Mais peut-être qu'on le reverra plus en interview. Le sujet qui fâche même plus parce qu'on est au bout du rouleau, Repsol, Honda, le HRC, voire même LCR, qui c'est qui a mis au fond du trou et creuse encore? C'est moi. C'est pas moi, mais je le pense. Ouais, parce que là, vraiment, il y avait aucune moto Repsol Honda au départ. Et à la fin de la course, il y avait ils sortent le communiqué comme quoi, oui, mais c'est une wildcard, tu vois. Le team officiel, non, bien sûr. Ils avaient pas de pilote Repsol, et pendant la course, enfin, à la fin de la course, ils sortent le communiqué comme quoi Repsol se sépare après 30 ans de collaboration, et apparemment, le PDG de Repsol est venu exprès à Misano pour rencontrer le team, pour leur annoncer la nouvelle, leur dire au revoir, donner son aval au communiqué, et il est reparti avant même la fin de la course. Ah, normal, il y avait rien à voir. Hein. Bah ouais. Ouais. C'est aussi simple que ça, dans Repsol, il n'y a plus rien à voir pour l'instant. Il n'y a même pas les pilotes en piste. Donc, Mais moi, je me souviens du week-end, il n'y a pas si longtemps, où alors je sais plus si c'est Vignales ou Alessi Espargaro qui peut pas s'aligner sur le week-end. Les techniciens Aprilia officiels, ils étaient dans le garage de Trackhouse, quoi. Et Raul Fernandez, il me semble, c'est lui où on a bénéficié, enfin, il fait un bon week-end derrière. Donc, pourquoi HRC fait pas ça, ou va avoir Johan Zarco et Lucio Cecchinello, fait ce week-end on a personne, est-ce que Zarco il peut courir sur les couleurs du team officiel, je sais pas. Ouais, c'est complètement étrange hein, ce qui se passe, c'est assez lunaire hein, chez Honda. Moi à Silverstone, quand tu discutes avec Zarco, t'as la sensation que c'est lui le fer de lance du projet pour développer la moto et trouver des solutions. Il y met une énergie monumentale, mais même en interview à la fin des courses, là on commence à sentir que plus ça va, plus mentalement c'est épuisant quoi. Il dit il a tout essayé, il dit qu'il a adapté son pilotage, qu'il a essayé vraiment des façons de piloter complètement différentes, mais in fine c'est la moto qui veut pas s'inscrire dans les virages, c'est la moto qui veut pas tourner, c'est la moto qui a pas de grippe. Ça va être je sais pas, mais il y a avec tout l'argent qu'ils ont moi je comprends pas trop, je comprends vraiment pas ce qui se passe pour que ça dure aussi longtemps quoi. Sans une once de lueur d'espoir. C'est surtout ça. À la limite, tu peux être dans les bas-fonds du classement et avoir du mal à remonter parce que bien évidemment que il y a d'autres marques qui progressent en même temps que toi et ça c'est des trous qui sont extrêmement difficiles à combler, mais il y a même pas un commentaire dans certains week-ends, ah ouais là peut-être qu'on a trouvé un truc, il faut qu'on continue. Non, c'est toujours c'est toujours un problème qui est réglé mais qu'on amène un autre ou j'ai rarement entendu de commentaires positifs sur le développement ou sur des futurs tests quoi. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué pour le HRC cette saison. Alors Zarco, c'est que la première année qu'il est là, donc peut-être qu'il va réussir à faire arriver un proto 2025 potable. Potable, ce sera pas à peine une moto qui rentre facilement dans le top 15. Hein, soyons raisonnables. Mais clairement, enfin moi je comprends. Alors après, ils ont pas forcément beaucoup de choix sur le marché, hein, HRC aujourd'hui, mais le choix de Marini est discutable de base. Alors, personne ne pouvait prévoir qu'il serait aussi loin cette saison, Marini, mais de base, c'est quand même assez discutable comme choix de pilote, je trouve.
C'est un pilote qui avait jamais roulé pour un team officiel, qui a jamais développé une moto. Enfin, je crois qu'il y a une année où il a eu la Ducati de l'année, je crois. Et l'année suivante, bon, je pense que Ducati a arrêté parce que c'était trop compliqué, il y avait 5 motos de l'année, mais bref, c'est pas forcément, même s'il y a peut-être un bon feeling sur la moto, c'est pas forcément un pilote, il a connu qu'une seule moto, il n'y a pas beaucoup de retours d'expérience à faire. Mir, on sait que c'est une catastrophe, enfin, je dis pas qu'il faut faire comme en Moto 2 et casser des contrats dans tous les sens, hein, mais tu peux te poser quand même la question. À un moment donné, moi je me souviens de l'histoire Zarco KTM, ça marchait pas, ils ont trouvé un moyen de sortir de là et de casser un contrat, quoi. C'est pas avec Marini et Mir aujourd'hui que tu vas reconstruire le HRC, je comprends pas. Au-delà même de la moto, je trouve que c'est pas les bons pilotes pour ce projet. Ouais. Pour le coup, Marini, bon, il va avoir un enfant, je pense qu'il a quand même besoin de son salaire, mais peut-être que l'arrivée de Chantra, qui a jamais connu une moto, qui va débuter avec cette moto, et le fait qu'il y ait les apports d'Aleix Espargaro comme pilote test, ça va pouvoir redonner un second souffle, parce que Nakagami, on a l'impression qu'il est quand même usé, et puis les autres, à chaque fois ils ont dû s'adapter à cette moto, mais peut-être que Chantra aura une approche complètement différente, vu que il a pas d'autres références, quoi. Ouais, mais Honda, ils ont eu des pilotes sans référence qui sont montés, ils se sont cassés les dents sur cette moto. Enfin là, ça fait 10 ans quand même, il y a pas mal de rookies qui sont montés chez LCR ou chez VDS et qui c'était compliqué, quoi. Donc Chantra, il est 11e du Moto 2. Alors il a un sourire incroyable, mais je pense que justement, je pense que le HRC et LCR vont lui faire perdre ce sourire. Aïe. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais quand tu parlais des pilotes, Marini, faut se remettre dans le contexte. À l'époque, c'était soit Marini, soit Di Giannantonio, quand même. Eh ben, tu vois, j'aurais pu se parler sur Dicia. Parce qu'il y a un pilote qui revient de beaucoup plus loin sur plein d'aspects. Pas que sur son sauvetage à la dernière minute, fin 2021, hein. Attends, c'était fin 2021 ou fin 2022? Je pense que c'est un pilote qui a vécu plus de galères, c'est pas un pilote qui a été soutenu par la VR46, qui a dû se construire une carrière tout seul, c'est un pilote romain. Ouais, je pense que c'est plus quelqu'un de plus stable dans sa tête et plus apte à encaisser des coups durs que Marini. C'est le poulain de la VR46, quoi. Il a toujours été choyé, il a pas forcément été mis en difficulté. Je suis dur en disant ça, hein, mais enfin, je veux dire, VR46 a monté un team en MotoGP pour lui. Ah oui, mais c'est clair. C'est quand même incroyable, ça. Ouais, le choix Marini au HRC, il est vraiment étrange. Ouais, moi je capte pas, même pour lui personnellement, genre le choix de carrière, il était très bien chez la VR46. On se ferait ok dans un team officiel, mais la moto elle est archi dure à développer. T'as des mecs qui ont de l'expérience qui arrivent pas à faire quoi que ce soit avec ça, donc je vois pas comment lui pouvait venir et prétendre à faire quelque chose. Donc ouais, c'est vraiment étrange. On a la sensation que Mir de l'autre côté du box, il est à bout aussi. Il avait 0 opportunité, il a toqué à toutes les portes. J'ai discuté avec des gens qui connaissent un petit peu certaines personnes chez Aprilia à Silverstone et ils disaient que Mir il est venu, hein, il a toqué à la porte, il a demandé, mais personne ne veut lui passer un guidon. Ah, mais le HRC, c'est un mot roi, hein. Ah ouais, non, mais vraiment. Mm. Mais après, il y a le discours, et j'ai entendu de Marini, mais avant Marini, je l'ai entendu de Mir, je l'avais entendu de Paul Espargaro. Quand le HRC t'appelle, tu peux pas dire non, c'est un team incroyable, et de toute façon, ils vont ressortir une moto potable, machin, bidule, mais en fait, faut voir la réalité en face. Aujourd'hui, c'est le pire constructeur du MotoGP, et contrairement à Yamaha, il n'y a pas de lueur d'espoir, comme t'as très bien dit. Ouais, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. On ne voit pas de lueur d'espoir, quoi. Aujourd'hui, Zarco, il testait un châssis, et ben, il est dans les mêmes positions que ce
ce qu'il fait d'habitude sur les week-ends de course. Ouais. Donc à voir ce que ça va donner dans les années à suivre, mais enfin c'est cool pour Zarco parce que lui au moins ça lui permet de faire du développement et de garder des contrats en MotoGP et de profiter de ses dernières années en MotoGP, capitaliser un maximum là-dessus. Mais pour des jeunes pilotes type Marini ou Mir qui étaient pas fraîchement titrés mais qui avaient déjà eu son heure de gloire avec la Suze, c'est clair que ça brise des carrières, hein. Ouais. Moi, j'avais un dernier petit truc que je voulais dire sur la course MotoGP. J'ai trouvé que une fois que Martin s'était pris un tour, il a bien fait de ne pas chercher à redépasser ceux qui étaient devant lui. C'est quelque chose qu'on a vu avant, alors peut-être dans des plus petites catégories, mais même quand il était pressé par Viñales derrière lui, j'ai pas l'impression qu'il ait fait des dépassements un peu à l'arrache sur ceux qui étaient un tour devant lui. Alors, tu me lances sur un sujet que je voulais pas aborder. Ah mince. Parce qu'on va me traiter de complotiste. Non, alors que Martin n'ait pas doublé Quartararo devant lui et puis Alex Marquez et puis Bezzecchi, alors qu'il avait a priori plus de vitesse qu'eux, mais ceci avait un tour de plus que d'avance sur lui, ça me semble normal. Je sais pas si François, tu peux me dire s'il avait fait, s'il aurait pu recevoir un drapeau. Alors moi ça me semble normal. Je sais pas, moi j'ai jamais eu de consigne en tant que commissaire à propos de tours de retard. Mais par contre, dans les interviews de débrief, Martin le dit à la caméra en disant ensuite j'avais plus de rythme que le groupe de Fabio, etc. Mais je n'ai pas voulu les dépasser parce que justement j'avais peur de ce drapeau noir. Donc il n'a pas joué particulièrement à prendre de risques pour aller dépasser ceux qui avaient un tour d'avance sur lui. On se souvient en Moto3, il y avait Albert Arenas à la fin de l'année où il a été titré champion. Il y avait une course où rien ne s'était bien passé. Je crois que c'était à Valence, mais je suis pas sûr. Et il s'est pris un tour et il veut quand même bagarrer avec les pilotes qui ont un tour d'avance sur lui mais qui sont en lutte pour le championnat. Il fait tomber des gens, il tombe, enfin c'est dangereux et au final il se prend un drapeau noir. Ouais, bah c'est ça. C'est dans quelle mesure tu peux interférer avec la course de ceux qui sont devant toi et qui jouent des places importantes dans la course. Martin a fait le bon choix selon moi. Par contre, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, ce que je comprends pas, c'est tu l'as souligné, Auton, Viñales est revenu sur lui et après rien. Et je comprends pas, je veux pas parler de complot espagnol parce que chez Viñales et Martin se côtoient, voire ils sont amis, mais il y avait quand même le point de la 15e place. Et Viñales ne tente pas d'aller trouver une ouverture sur Martin. Alors Viñales serait dans le même problème, il ne pourrait pas doubler ensuite les autres, on est d'accord. Mais il y avait quand même cette 15e place et Viñales, une fois qu'il est derrière Martin, pendant 7-8 tours, enfin non, peut-être pas, mais quand même plusieurs tours, il tente rien. Je veux pas crier au crime, au complot, mais je me suis posé la question, bon, Viñales c'est pas le plus incisif des pilotes, mais quand même. Ouais, moi je comprends la réflexion. Moi l'analyse que j'ai, alors c'est une analyse d'expert canapé, mais pour moi ce que j'interprète là-dedans c'est que Martin, quoi qu'il arrive, tout le week-end il avait beaucoup plus de rythme que Viñales. Il y a pas mal de places d'écart sur chaque séance d'essai. Bien sûr. Et je pense que s'il bouchonnait derrière lui, c'est parce que Martin n'essayait pas d'aller chercher ce qu'il y avait devant. Et que si Viñales avait tenté de le dépasser, pour moi, Martin était au-dessus et il l'aurait redépassé. Donc, pour moi, il se ravise et il se dit que ça sert à rien d'aller se mettre par terre ou de risquer de se blesser pour un point qui, à moi, me servira à rien. Et pour le coup, un point qui, lui, servira. Alors ça, est-ce que ça rentre en compte ou pas, je sais pas, mais oui, après ça peut poser question sur une potentielle idée un peu complotiste, mais pour moi je pense que Viñales ne peut pas prendre le risque. Il sait bien que Martin est au-dessus, donc batailler pour un point pour Viñales ça vaut pas le coup. Donc il se serait pas fatigué ou prendre de risques. Au-delà du complot, je trouve que c'est pas scandaleux, ça s'est déjà vu.
Je sais pas si vous vous souvenez, la toute dernière course de Rossi, il y a Morbidelli qui est derrière lui, mais qui le passe pas pour qu'il puisse avoir un top 10 pour sa dernière course. Il y a Bagnaia qui lui sert de lièvre pendant les qualifs, tu vois. Moi, en vrai, par contre, faudrait poser la question à Vignales. Si Vignales, en interview, il dit et avoue que, pour lui, il pensait pouvoir avoir ce point-là, mais que, il sait très bien qu'il en a pas besoin et qu'il préfère le laisser à Martin parce qu'il en a plus besoin que lui, alors qu'il se sent en capacité de le dépasser. Pour moi, ça, c'est dégueulasse. Il devrait jouer oui, et puis c'est limite une professionnelle. Oui, voilà. Mais en revanche, si vraiment il estime que Martin est au-dessus et que ce serait batailler et de foutre des coups d'épée dans l'eau, bah ainsi va la vie, j'ai envie de dire. Ouais, je comprends. Ok. Mais voilà, j'en fais pas toute une histoire. On verra si ça se joue à un point à la fin de la saison. Aïe. Bon, dans tous les cas, tu seras pas d'ici, ce sera une Ducati. Hein. Ouais, après, bien sûr que je serais pas énormément déçu. Après, j'ai quand même mes chouchous, mais Bagnaia en fait partie forcément. Mais voilà, oui. C'est plutôt une question de personnalité par rapport à Martin. Moi, je suis d'accord. On est ensemble derrière Bagnaia. Yes. Qui a mis le point au shot device? C'est moi, ouais. Okay. C'est juste que bon, ça se répète, c'est pénible. J'espère que c'est déjà prévu que ce soit interdit, mais ça empêche plein de pilotes de faire des courses propres, quoi. Donc ouais. Après, moi, j'ai appris l'autre jour qu'en fait, c'était pour les all shot device et le fait qu'ils se désengagent sur le premier freinage, c'était le pilote avec son team qui choisissait le nombre de la force à appliquer sur le frein pour le désengager, en fait. Donc, en gros, c'est aussi possible que arrivé au virage numéro 1, Bezzecchi ou Alex Marquez n'aient pas appuyé assez fort sur le frein avant par rapport à ce qui s'était fixé avec leur team, et du coup n'ont pas pu le désengager, soit parce qu'ils ont vraiment pas appuyé assez fort, soit parce qu'ils ont été gênés dans leur trajectoire, et du coup ils arrivaient avec moins de vitesse, ils ont freiné moins fort, bref, on sait pas. Et du coup peut-être qu'après il aura fallu, plusieurs virages pour pouvoir obtenir les mêmes conditions, pour avoir un freinage appuyé et désenclencher le all shot device. Donc ouais, c'est exactement ça, hein, l'histoire de pression dont tu parles. Il y a un épisode de Team Zarco sur YouTube où il en parle avec ses ingénieurs, et ses ingénieurs lui disent mais t'es sûr tu veux mettre cette pression-là, ça? Il dit oui mais t'inquiète pas. Il dit même qu'il est capable de changer de trajectoire pour mettre cette pression-là sur le frein, donc il dit à ses ingénieurs mets ça et t'occupes, moi je m'occupe du reste, quoi. C'est ça, et du coup c'est intéressant, peut-être c'était aussi une mauvaise stratégie du team ou du pilote par rapport à là où ils partaient sur la grille et les conditions qui sont arrivées dans lesquelles ils sont arrivés au premier virage. Donc ce que je voulais dire, c'est que oui, ça peut être dangereux, oui, ça peut détruire un peu l'esprit de la course, le fait que ce soit bloqué, etc. Mais c'est pas forcément un dysfonctionnement. Ouais. C'est aussi la responsabilité des pilotes. Ok. Je pense que c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On va se retrouver dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne, donc toujours ici sur le circuit de Misano. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur le Discord pour parler de moto ou de MotoGP. Automne, François, c'était un plaisir. On se voit à très bientôt. Ouais, ciao. Salut.